Et salut les ludogeeks, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui sur Geek and Games pour la découverte en open the box du nouveau jeu Masters of the Universe Fields of Eternia de Arkon Studio. Un jeu qui est passé par le financement participatif, qui a été livré très récemment, je l'ai reçu moi-même aujourd'hui. Donc il s'agit d'un jeu de stratégie et d'aventure dans l'univers des maîtres de l'univers pour 1 à 6 joueurs. Donc ici il s'agit de la version française du jeu. Hop. Donc on reprend un petit peu le style graphique des maîtres de l'univers de l'ancienne version, pas trop de la série animée Netflix d'il y a 2 ans. Avec le contenu de la boîte, donc un plateau de jeu, un livret de règles, un livret de missions 2D épiques, 20 dés contrées sauvages, une grille de combat, 12 figurines héros, 30 figurines soldats, 48 cartes pour le mode solo, 304 cartes diverses et 130 jetons divers. Hop, donc on va voir un petit peu ce qu'on trouve dans cette boîte. Alors ça tous ensemble. Voilà. Alors, il s'agit donc, comme je le disais, d'un jeu de stratégie avec des composantes aventure, puisqu'on a certains scénarios, on a une possibilité de jouer l'aventure en solo, en coop, en affrontement multi. Il y a de quoi jouer donc à 6 joueurs dans cette boîte avec 2 équipes, mais on a la possibilité, par le biais des extensions, de rajouter 2 factions différentes. Donc, de potentiellement jouer à 4 factions. La boîte est un petit peu enfoncée ici. La boîte un petit peu abîmée. Ça a eu un peu de mal à sortir. Ok. Donc, hop, on commence ici par le livret de règles. Avec le petit sommaire. Donc, on a 35 pages. C'est très aéré, il y a beaucoup d'illustrations. Pour commencer ici, la liste du contenu, les figurines de jeu, donc Iman, Shira, Man at Arms, donc le maître d'armes, Ramman, Tila, Stratos, et des soldats des maîtres de l'univers, au nombre de 15. On a Skeletor, Merman qui était Océanor, je crois, Beastman le fauve, Eveline, Triclops et Trapjaw qui était Dantos, dans notre dessin animé d'enfance, et 5 soldats des Evil Warriors, au nombre de 15. Un certain nombre de cartes, je ne vais pas tout vous détailler. Une présentation de la mise en place, ok. Un cycle jour-nuit qui peut être intéressant. Donc but du jeu, voilà, les différents concepts, les cartes... La structure d'une manche, les actions, donc au nombre de 7, plus 2 actions gratuites. À chaque tour, un héros peut effectuer 2 actions standards parmi celles qui sont indiquées là, mais ne peut pas effectuer 2 fois la même action, donc il peut se déplacer du nombre de zones qui est indiqué sur sa carte. Se déplacer entre les avant-postes, donc directement sans passer par les zones sauvages. Faire un voyage rapide entre les tours, donc une téléportation. Mobiliser les soldats, donc faire apparaître des soldats sur sa case, braver les contrées sauvages, donc en voyageant entre les avant-postes, on peut du coup faire des rencontres aléatoires, se lancer dans une quête, se reposer uniquement la nuit, et on peut échanger avec d'autres héros ou acheter quand on se trouve sur les cases correspondantes. Ok, donc déplacer les soldats, se lancer dans une quête, ok, les cartes marchandes, donc il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de texte. Ici on a les bases du combat. Choisis une arme. Chaque héros en général a 2 armes. Donc ça peut être soit la magie, soit une arme de mêlée, soit une distance. Et il choisit au début de son tour laquelle il va utiliser secrètement quand il affronte un autre joueur. Et donc les pouvoirs varient en fonction de cela. On a des règles ici pour un combat plus rapide, donc ça pourrait être intéressant justement à voir. Exemple de combat épique, donc joueur contre joueur. Chaque joueur, en fonction de ses caractéristiques, va piocher des cartes, les placer face cachée, soit en attaque, soit en défense, soit en initiative, et ensuite retourner pour voir un petit peu les bonus que ça lui propose, et les pouvoirs que ça peut éventuellement débloquer.
Les dés de pouvoir, donc on verra par la suite, mais plutôt pour une utilisation contre le jeu, cette fois-ci, non plus contre les joueurs, mais contre le jeu. Hop, combat dans les contrées sauvages. Les combats de soldats. Donc les combats de soldats, ça se fait de manière tout à fait simple. Hein. Quand deux soldats se rencontrent, les deux sont éliminés. S'il y a plus de soldats d'un côté, forcément le camp majoritaire l'emporte. Ok. Différentes variantes, donc mode solo coopératif avec la mise en place spécifique et un mode escarmouche qui peut être intéressant éventuellement pour faire des parties plus courtes, plus orientées action, moins stratégie. Voilà, 34 pages de règles, plus un petit glossaire à la fin. On a ensuite donc le livre de mission, je vais passer un peu plus vite dessus puisque je voudrais pas vous spoiler, je ne sais pas trop ce qu'il contient, a priori plutôt des scénarios pour le jeu. Donc voilà, une introduction, choisis le style de jeu, mode histoire, mode escarmouche ou mode solo coopératif. On a l'explication des éléments du livret. Et là, on a un petit texte d'introduction, la mise en place de départ, avec les jetons scénarios, les jetons objectifs, et des événements qui se produisent en fonction des crânes que l'on va trouver. Donc ça, je vais passer vite fait dessus. On a... Hop... on a... un certain nombre de quêtes qui n'est pas indiqué. Le plateau. Le gros plateau de jeu. Hop. Donc c'est du grand plateau là. Je suis même pas sûr qu'on voit tout à l'écran, mais bon voilà. Avec, comme je disais, hein, des zones définies, donc des avant-postes. Les tours, donc la tour Grayskull, la tour centrale et la tour Vipère, entre lesquelles les joueurs vont pouvoir se déplacer librement. Hein, pour le prix d'une action, ils vont pouvoir se téléporter d'une tour à l'autre. Donc les avant-postes qui sont délimités ici par une barrière. Les contrées sauvages qui sont entre les avant-postes. Et des petites routes ici qui permettent de relier justement... pas ici d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas le... Si je me souviens bien, il faut qu'il y ait le petit rond ici, les petits... hop, qui permettent de passer de l'une à l'autre. Donc c'est le cas ici, c'est pas le cas ici par exemple. Ouais, je suis sorti de l'écran. Là, c'est pas le cas, il n'y a pas les petits ronds. Là non plus. En fait, le temple de Hordak a l'air bien isolé. Par contre, entre le gouffre gluant et le village Hideout, on a le petit chemin ici. Ok, on a en haut, on retrouve une légende hein, de différents... de ce qu'on va pouvoir trouver dans chaque zone, donc avec à chaque fois une petite icône qui va être rappelée ici, donc boutique, guilde de mages, forge, donc ce sont 3 boutiques dans lesquelles on va pouvoir acheter du matériel ou des pouvoirs spécifiques. Voyage rapide, donc comme j'ai dit au niveau de la tour de la Vipère, de la tour centrale ou de la tour Grayskull. Les bases, donc on a le temple de Hordak, on a le château Grayskull, on a le temple de Serpos. Je vais vous montrer ça un petit peu. Ici, le temple de Serpos avec le petit temple, enfin le petit logo de la base. On a de l'éternium, donc ici, ce qui va correspondre à de l'énergie, la monnaie du jeu en quelque sorte. Les limites, les avant-postes, les chemins, les couloirs de vol. Donc on a ici par exemple un couloir de vol entre Aviopolis et la cité de Targa. Et c'est à peu près tout. Ah non, je vais vous dire aussi, on a ici le compteur de tours. Hop, en bas à gauche, avec une alternance des tours de jour et de nuit. Donc avec des fonctions qui changent, notamment le repos qu'on ne peut effectuer que pendant les tours de nuit. On a du token, 1, 2, 3. Voilà, 3 planches de tokens, donc les tokens d'Eternium. Ça doit être des points de victoire ici, je suppose, les points de vie, ou les points de blessure. Le plateau de combat, dont je vous parlais tout à l'heure, alors est-ce que c'est recto verso? Ouais, non, c'est pas recto verso. Hop, certains pions le sont.
Ok, donc ici on a les 4 emplacements pour les cartes d'attaque, de défense et d'initiative. Donc à chaque tour, vous allez piocher, à votre tour en combat, vous allez piocher 4 cartes que vous allez placer face cachée sur une de ces zones-là pour indiquer justement les actions que vous effectuerez pendant la phase de combat contre un autre joueur. On trouve ensuite des cartes, des tuiles plutôt, hein, de personnages. Donc Merman, Evelyn, Triclops, avec l'illustration au dos. C'est très sobre, mais c'est très classe. Sur les cartes de personnages, on va trouver ici la santé, l'intelligence, je crois, la force, l'initiative et la valeur de déplacement. Donc le nombre de points de vie. Ça, je crois que c'est le nombre de dés qu'on va lancer en combat. Ça, il y a une subtilité, je pense qu'on doit pouvoir relancer certains dés ou modifier des cartes en fonction de la valeur d'intelligence, je suis pas sûr, c'était pas très clair là, voilà. J'ai pas encore lu les règles, donc je suis pas trop. L'initiative qui va déterminer l'ordre de passage en combat, à savoir que quand vous avez l'initiative en combat, vous frappez le premier, vous infligez une blessure automatique, si j'ai bien compris. Et la valeur de déplacement, donc qui va vous donner le nombre de zones que vous pouvez effectuer lors d'un déplacement. La valeur de combat ici, l'action de combat à l'épée, donc au corps à corps avec une épée longue, et le texte qui s'y réfère, et l'action de combat à distance avec le petit texte. Et on a également ici pour chaque personnage un petit pouvoir spécifique. Donc vous voyez que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Evelyn a la magie et l'épée, Triclops a l'épée et la distance, comme Merman. Hop. On a le même ici avec Trap Joe, qui est Dantos, Beastman également, Skeletor, donc adepte de la magie et du combat au corps à corps. On a également, du côté du bien, donc She-Ra, qui est venue prêter main forte à He-Man, donc Ram-Man, Stratos, et nous avons enfin He-Man, donc corps à corps et magie, Man at Arms, corps à corps et distance, et Tila, magie et corps à corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver de nombreuses cartes. Alors, donc on a ici les cartes victoire. Alors, de quoi s'agit-il? Votre faction contrôle au moins 4 avant-postes avant la première phase de préparation. À la fin de la partie, votre faction contrôle au moins 6 avant-postes. Ok, donc ça, ce sont les conditions de victoire. Donc ils vont changer à chaque partie. Donc on retrouve ça un petit peu dans d'autres jeux. Le plus connu, le plus ancien, peut-être, on va dire, Risk, dans lequel on a chacun des conditions de victoire à accomplir afin de remporter donc la victoire. On a donc les cartes équipement, avec des armures, avec le coût là-haut. Donc c'est le coût en Eternium que vous allez devoir payer pour pouvoir acheter ces équipements dans les boutiques correspondantes. Donc, il y en a un certain nombre. Même des pièges. Hop, ok. Et il y a également des véhicules. Donc pareil, qu'on vient payer ici, qui viennent donner un bonus en déplacement. Donc ici, d'accord, plus 2, plus généralement un petit pouvoir supplémentaire. Voilà. Ok, pareil, là il y en a quand même un certain nombre. Deuxième paquet de cartes. Alors, deuxième paquet, on a des cartes combat. Des cartes sorts. Ouais, donc c'est combat et sort dans ce paquet. Donc voilà comment ça va se passer. Les cartes combat, donc ici un plus 1. Donc vous allez rajouter 1 à la valeur
dans laquelle vous allez placer votre carte. Donc si je reviens sur le petit plateau individuel ici, on va le mettre à l'endroit. Si je pioche un +1 et que je veux renforcer mon attaque, je vais venir le placer ici, face cachée. Puis je vais piocher une deuxième carte. Hop, un +1 également, je vais pouvoir le placer en initiative pour m'assurer d'être le premier à frapper, et ainsi de suite. Donc des +1, on en a. Des +2. Des +3. Et ensuite, on a des pouvoirs spéciaux. Et comme ici. Compte comme un +1, le héros gagne une activation de surcharge. Donc ça, je ne sais pas encore trop ce dont il s'agit. Je pense que ça doit être peut-être pour permettre d'utiliser les pouvoirs. Donc il y en a quand même un certain nombre. Alors je vois qu'il y a un petit logo différent ici. Donc il y a peut-être une idée de main de départ et de cartes additionnelles qu'on va pouvoir ajouter peut-être au deck, je ne sais pas. Ok, donc hop, voilà pour les cartes combat. Et maintenant les cartes sorts. Hop, verrou magique, c'est un sort de combat. Votre adversaire votre adversaire perd un cœur. Vous pouvez jouer ceci avant de résoudre les attaques en combat dans les contrées sauvages, ça vaut 1 point. Donc à voir après si les pouvoirs sont permanents ou si ce sont des cartes qu'on utilise, qu'on jette et qu'on doit racheter par la suite. Hop. Je vais retirer ceci. Notre troisième petit paquet de cartes. Alors on y trouve de nouveau des cartes combat, mais cette fois-ci à destination des ennemis de Musclor, donc les Evil Warriors de Skeletor. Ok. Donc il y en a beaucoup. Et c'est la même disposition, hein, des +1, des +2, des +3. On a le petit logo en dessous. Des pouvoirs spécifiques. On trouve ensuite des cartes effets. Hop. Voilà. Qui vont donc avoir des effets, je suppose, sur les compétences, les caractéristiques des personnages. À voir dans quel cas on va les jouer. L'adversaire perd 1 point de vie. Ok. Consommable. Héros soignant. Ok, donc à voir après comment ça va à quoi ça va servir dans le jeu. Hop, on a des cartes affrontement, donc qui apparemment donnent des indications de combat pour les personnages non joueurs, je pense. Donc on aura ici par exemple 6 en combat, 3 en défense, 3 en initiative. Des pouvoirs spécifiques, voilà, je sais pas trop comment l'interpréter, n'ayant pas encore lu les règles. Voilà, apparemment ça va toujours à peu près le même système, avec des fois des attaques à distance, des fois des attaques au corps à corps, des fois des attaques de magie, un peu comme pour les héros. Donc je suppose que c'est un deck dans lequel on va piocher une carte et appliquer les modificateurs qui sont indiqués. Enfin, nous avons un gros paquet de cartes ici, 63 sur 88 mm. Et ici, on va trouver les différents paquets de scénarios. Donc le scénario rupture temporelle, qui aura donc ses propres cartes, qui va certainement donc nous donner ses conditions de victoire, les personnages qu'on peut y trouver, une petite histoire. Ok, des événements aléatoires. Evil Seed, pareil, un autre scénario. Hop, on passe vite fait, Green Tiger. Donc on voit ici ses caractéristiques, le petit pouvoir
Roi de la jungle, les héros ne peuvent pas fuir lorsqu'ils sont en combat épique avec cette bête. Ok. Rencontres, donc là des rencontres plus classiques, traditionnelles je pense, hein, qu'on va pouvoir retrouver dans chaque paquet de cartes, dans chaque partie, indépendamment du scénario. Donc ici Buzzhoff, qui était Buzz tout simplement en version française, donc qui est un allié qu'on va pouvoir recruter par exemple, ou affronter si on est dans la faction opposée, et ainsi de suite. Donc différents personnages. Orko, Spikor, ok, Whiplash, Green Tiger, Dylinx, et ainsi de suite. Et il me semble qu'il y a aussi, j'avais vu Green Tiger et tout ça, justement, ce sont des créatures qu'on va pouvoir dompter, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont donner des bonus aux héros. Et des événements aléatoires. Par exemple, bandits, des villageois s'approchent de vous, vous demandant de les aider à faire face à des bandits sur la route voisine. Allez-vous vous arrêter et les aider? Effet, vous pouvez défausser cette carte sans effet, sinon vous engagez un combat dans les contrées sauvages avec les bandits, leur stat 3 de vie, 3 en attaque et 3 en défense. Si vous gagnez le combat, gagnez une carte plus 3. Ok, donc ça pourrait permettre justement d'avoir des cartes spécifiques à intégrer à notre deck pour les rencontres prochaines. Et on arrive donc au gros, qui n'est pas forcément la partie la plus importante en quantité de ce jeu, mais sans doute celle que vous attendiez le plus impatiemment. Je veux bien entendu parler des dés. Eh oui, les figurines, ça sera pour après. Donc, des dés, 10 pour chaque faction. Donc les dés violets pour Skeletor et ses guerriers du mal. Donc ils sont tous identiques. Donc face vierge, face un succès, 2 succès, relancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer les dés, vous allez compter les succès et relancer les dés comme ceci, plus 1. Donc vous pouvez relancer un dé qui serait par exemple sur sa face vierge. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus que des succès ou des vierges en fait, et que vous n'ayez plus de face relancée. Donc il y en a 10 pour les maîtres de l'univers, 10 pour les guerriers du mal. On a également des dés héroïques ou épiques, je crois. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Hop. Je vous les montre quand même, mais j'ai même pas trop la référence au niveau des faces, à quoi ça correspond, donc ça, pour le coup, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Alors les dés sont très basiques, très classiques, hein, de facture assez simple. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ils n'ont pas de caractéristiques spécifiques hein, par rapport à d'autres dés du monde du jeu. Les dés 10 faces sont un peu plus gros, les dés épiques. Mais voilà. On passe très vite sur les figurines, bon, pour moi plutôt des pions, des soldats. On va essayer de faire le point un petit peu, voilà. Donc, on retrouve l'armure du maître d'armes. On en a une quinzaine pour chaque faction. On va voir un peu celle des alliés de Skeletor, plutôt des sous-fifres de Skeletor. Hop. Ouais. Bon, c'est pas ce qui fait le plus rêver. Mais bon. En même temps, ils sont pas destinés à rester longtemps sur le plateau. Et on va donc voir un petit peu les figurines des héros, c'est un peu quand même ce qui nous intéresse. Alors ici, Skeletor, le grand méchant, mais qui peut être utilisé comme un héros, hein, ça dépend de vos affinités, de façon de jouer. Vous pouvez très bien considérer que c'est le héros de votre groupe. On a ici Merman, donc Océanor en français. Les figurines sont
quand même assez belles. Hein. Elles sont assez fines, assez finement détaillées. C'est quand même assez joli. Alors, le Faude de Beastman, avec un bien gros fouet. Pour le coup, ça fait un peu grossier. Alors la figurine est belle, mais le fouet est vraiment très... beaucoup trop gros. Par contre, ouais, c'est quand même assez solide. La figurine est assez... c'est du plastique bien dur. Nous avons Evelyne, donc la méchante sorcière. La figurine a l'air un peu moins précise, un peu moins réaliste, enfin je sais pas trop comment dire, un peu moins bien faite que les précédentes, et beaucoup plus fine aussi. On a ici Trapjaw, donc Dantos. C'est quand même plutôt joli. Hein. Après, ce sont des figurines en plastique un peu brillant, donc ça gagnerait, je pense, à être déjà, ne serait-ce que sous-couché, sans même parler de les peindre, juste les sous-coucher, je pense que ça leur rendrait bien justice. Le Triclops ici. Figurine un petit peu moins sympa, un peu plus classique, on va dire. Allez, on va finir par He-Man. On va commencer ici par sa cousine, je crois, She-Ra. Qui a grosso modo les mêmes pouvoirs hein, que He-Man. Hop, Stratos. Alors lui, j'aimais beaucoup son design quand j'étais gamin. Le jetpack dans le dos qui rend les ailes un peu caduques. Hein. Hop, Teela, qui est devenu le personnage principal hein, dans la série Netflix. Bien plus que He-Man ou Musclor lui-même. Hein. Le maître d'armes, donc Man at Arms, son père. La figurine est plutôt sympa ici. On sent bien la puissance du gars. On sent qu'il vaut mieux pas se prendre un bon coup de sa petite masse là. Hop, ici, je ne sais plus, Ramman. Donc là, il est pareil, on sent bien le gros bonhomme un peu à la Juggernaut, qui a tendance à foncer tête baissée. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande. Et enfin, last but not least, le héros de la boîte, He-Man, dans toute sa gloire, tous les muscles saillants. Figurine assez sympa. Hein. Ok. Et voilà ce que je pouvais vous montrer et vous dire à propos de cette Open the Box du jeu Masters of the Universe Fields of Eternia. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être envie d'en découvrir davantage. Le jeu vient de sortir, vient d'être livré aux backers de la campagne. Alors c'était pas Kickstarter, il me semble que c'était GameFound. Mais je pense qu'il devrait être disponible en boutique. Si ce n'est pas déjà le cas, ça ne devrait pas tarder. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir davantage et peut-être de jouer. Si vous avez déjà joué à ce jeu ou si vous le possédez et que vous avez envie de me faire part de vos commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Je lis les commentaires et ça me fait toujours plaisir et généralement ça m'apprend des choses parce que je ne sais pas tout. Surtout là dans le cadre d'un Open the Box, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les règles. Donc voilà, merci à vous, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Sylvain pour Geek & Games.